Ces mères ont préféré le maternage proximal. Présenté comme une évidence naturelle, instinctive et épanouissante, cette nouvelle idéologie est devenue une vérité absolue que les neurosciences ne cessent de valider. In the first year of life, a child does attach through wanting to be with, in sight and smell and hearing, in touch. En encourageant le portage physiologique, le cododo et l'allaitement long, elle demande une disponibilité exclusive et totale pour sa famille, faisant écho à une société plus traditionnelle. Sur les réseaux sociaux, cette doctrine séduit de plus en plus de femmes. Elle est mise en avant comme la meilleure façon de materner pour répondre parfaitement aux besoins de son enfant. Pourtant, d'après la dernière étude de l'IFOP, le taux de burn-out maternel explose. 34% des mères se disent épuisées par la parentalité. On essaie de prendre tellement sur soi au quotidien. Vachement nerveuse, je suis assez épuisée, je me sens seule. Et les parents ne vont pas bien. Les médicaments qu'on m'a prescrits pour mon burn-out maternel, un calmant et un antidépresseur. Isabelle Roskam, psychologue, dit à ce sujet: dans les pays occidentaux, on atteint des taux de burn-out qui vont de 5 à 8%. C'est énorme. En France, ça fait 900 000 parents en souffrance. Il faut faire quelque chose, surtout que quand on est en burn-out parental, on en vient à négliger et à violenter ses enfants. Certaines mères en viennent à regretter leur vie sans enfants, d'autres sont sous antidépresseurs et certaines basculent dans la violence. Bien que le burn-out parental ne soit pas encore chiffré en France et reste encore tabou, c'est en train de devenir un vrai problème de société. Beaucoup de parents quand même font part d'un épuisement, d'une sensation d'isolement, d'être à bout, de plus avoir forcément les personnes, les lieux ressources pour pouvoir justement prendre ce recul vis-à-vis de leurs émotions. Face à l'urgence d'aider les mères à éviter cette catastrophe, de nombreux professionnels ont pris la parole et tentent de prévenir les parents de ce fléau. C'est hyper difficile avec toutes les injonctions que les parents ont à suivre tous les jours. C'est hyper difficile de pouvoir les suivre à la lettre. Face à ce constat, est-ce qu'on peut faire un lien entre l'expansion du maternage proximal et l'explosion des burn-out maternels? Quels sont les risques liés aux exigences qu'on s'inflige en tant que parents? Mais aussi, comment pouvons-nous trouver un équilibre pour apprécier notre parentalité aujourd'hui? C'est le pédiatre William Searle et son épouse Martha, sage-femme, qui ont popularisé ce concept dans plusieurs ouvrages au cours des années 2000 aux États-Unis. Fondé sur la théorie de l'attachement de John Bowlby, l'idée centrale est qu'un contact précoce et prolongé entre l'enfant et ses parents est crucial pour son développement affectif et physiologique. Cette idéologie est devenue virale et mondiale parce qu'en fait, ça n'a jamais été aussi vrai. Prendre le bébé dans les bras au premier trimestre, ça imprègne dans sa mémoire biologique un sentiment de sécurité. Le maternage proximal conseille tout un tas de pratiques basées sur la proximité, l'écoute, la réassurance, la sécurité physique et émotionnelle de l'enfant. C'est pourquoi le cododo, l'allaitement long et à la demande, ainsi que le portage physiologique en sont les piliers fondamentaux. Mais ce n'est pas tout. Le langage des signes, la diversification menée par l'enfant, le pot à pot, l'école à la maison, mais surtout la présence permanente de la mère auprès de ses enfants. Ces pratiques viennent répondre aux besoins d'attachement, de proximité et de confiance qui fondent la relation parent-enfant. Et toutes les études scientifiques viennent le confirmer. Tous les bébés humains sont biologiquement programmés pour rechercher la proximité d'une personne ou de plusieurs personnes adultes qui sont autour de lui lorsqu'il est en situation de détresse et d'alarme. Puisqu'on sait désormais que l'attachement est un besoin vital pour le nourrisson, au même titre que manger ou dormir. Considéré par certains comme un véritable retour aux sources, le maternage proximal vient remettre sur le tapis des pratiques parentales qui ont toujours existé, mais que notre société a quelque peu balayées. Comme l'allaitement qui revient en force, passant de 36% en 1970 à 56% aujourd'hui. Ce mode de maternage demande une disponibilité énorme et un investissement qui pourrait s'apparenter aujourd'hui à un sacrifice maternel au vu de notre société. Pourtant, il séduit de plus en plus de femmes. Sur les réseaux sociaux, les hashtags fusent. La vente de magazines explose et les blogs et groupes de parole entre mamans ne font que se multiplier. Francine Descaries fait le même constat. Nous assistons au regain de popularité d'un modèle ancien. La mère au foyer est idéalisée. Alors, comment expliquer ce phénomène ? Devenir mère, ça transforme une femme. Ses priorités changent, sa vision du monde et de l'avenir évolue, et même son cerveau subit des changements. Un terme a été posé pour définir ce changement identitaire. C'est la matrescence. C'est la naissance d'une mère. Pour Delphine Chauby, psychologue clinicienne, on découvre une nouvelle partie de soi. Notre identité se redéfinit, ainsi que nos valeurs et nos aspirations. La vie prend désormais un autre sens. Beaucoup de femmes désirent s'occuper de leur enfant, et ce, bien au-delà du congé maternité. Je l'ai trouvé trop petit, je trouve que 3 mois c'est beaucoup trop tôt.
plutôt C'est vrai prendre que le c'est travail. Jusqu'à accuser la société actuelle de les avoir trompés dans l'idée que la femme, pour être heureuse, doit travailler. C'est pourquoi il n'est pas rare que les jeunes mères fassent une pause dans leur carrière ou se reconvertissent professionnellement. Clémentine Sarlat en a fait l'expérience et elle en parle très bien. Parce que moi, j'avais une belle carrière, je travaillais à la télé et d'un coup, mais ça ne m'intéressait plus du tout ça. Et c'est flippant. C'est tellement fréquent que des entreprises proposent leurs services pour aider les jeunes mères à se reconvertir professionnellement et que beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. C'est pour elles le meilleur moyen de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et si chacune est libre de choisir comment vivre sa parentalité, aucune n'est épargnée par les injonctions sociétales ni par la culpabilité. Le côté maman au foyer, c'est terrible. C'est terrible parce que les gens, ils ont une image de ça qui est absolument horrible. Alors soit on est une grosse feignante qui juste reste à la maison dans son canapé. Pendant que les enfants dorment, ouais. Voilà, c'est ça, pendant que les enfants dorment. Soit on n'est pas une femme moderne parce qu'on n'a pas été capable de gérer et la vie de famille et un travail à l'extérieur. C'est en ça que le maternage proximal peut devenir particulièrement culpabilisant ou jugeant pour toute une série de femmes comme celles qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas allaiter, celles qui n'ont pas pu faire le pot à pot à la naissance, celles qui n'ont pas la possibilité financière ou professionnelle de suspendre leur activité rémunérée. Alors, est-ce que la théorie du maternage proximal peut survivre face à la réalité de la vie de chacune d'entre nous ? Certaines adeptes du maternage proximal prolongent et intensifient la relation fusionnelle avec leur bébé en ne laissant que très peu de place au papa. C'est vrai que les enfants ils profitent plus de la maman que moi en ce moment quand même. Au point parfois de mettre en péril leur couple. Francine Descaries, professeure en sociologie, dit à propos du maternage proximal: une théorie comme celle-ci crée une pression incroyable sur la femme en renforçant l'idée qu'il y a un modèle de mère idéale. À moins d'écarter son couple et ses obligations professionnelles, on ne peut pas y arriver. Inévitablement, ça finit par entraîner un sentiment de culpabilité profond. J'étais celle chez qui rien ne s'est passé comme il fallait, donc je me sentais, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait un échec comme pas possible. Le risque quand on a un modèle à suivre, c'est de ne pas y arriver, ou alors tardivement, voire différemment. S'ajoute la culpabilité énorme de ne pas y arriver, de se sentir dévalorisé ou incapable. La maternité, la parentalité et la vie en général regorgent de situations ou d'événements qui ne sont pas en notre pouvoir. Pour mon premier enfant, je m'étais préparée pour accoucher naturellement, sans péridurale. J'avais le scénario en tête, j'étais prête. Mais ça s'est passé complètement différemment, avec notamment un déclenchement et une péridurale. Cette première expérience a confronté mon idéal avec la réalité et ses imprévus. Ça m'a permis de relativiser et d'apprendre à apprécier les choses comme elles se présentent. Les idéaux ne sont pas forcément nos amis, et encore moins dans la parentalité. C'est exactement pour cette raison que je vous déconseille les réseaux sociaux, où c'est le marathon de la mère exemplaire. Une étude réalisée auprès de 2000 jeunes mères montre que 75% d'entre elles utilisent les réseaux sociaux pour combler une solitude. Échangent et partagent dans des groupes, lecture de blogs, d'articles, d'astuces et de conseils. Mais paradoxalement, 3/4 d'entre elles avouent que les réseaux sociaux exercent une forte pression sur leur santé mentale et leur morale. D'ailleurs, plus de 6 mamans sur 10 se sentent en insécurité après avoir regardé les contenus de vidéos d'influenceuses. Les parents d'aujourd'hui n'ont jamais été autant informés et pourtant ils n'ont jamais été autant perdus. Parce qu'on assiste à une réelle dictature de la bonne parentalité. Les discussions ne sont même plus à l'ordre du jour puisque chaque personne croit détenir la vérité absolue et veut l'imposer aux autres. Là où tu espérais trouver un peu de bienveillance et de la sororité, tu te fais lyncher et culpabiliser parce que tu n'adhères pas à leurs idées ou à leurs pratiques. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que le maternage proximal possède lui aussi ses extrêmes et que ce n'est jamais bon. S'inscrire dans un maternage proximal ne se résume pas à cocher des cases sur une liste pour se rapprocher au maximum de la mère idéale. C'est plutôt un art d'exercer sa parentalité que chacune adaptera à ses propres réalités. Si une mère n'a pas pu allaiter son enfant pour X raisons, ce n'est pas pour autant qu'il aura une santé fragile ou qu'il ne sera pas proche d'elle. Élever un enfant, c'est un ensemble de pratiques parentales qui se complètent et s'équilibrent dans l'intérêt de l'enfant. En tant que parent, oui, on peut faire des erreurs, on peut avoir des moments dans sa vie où on est moins disponible, où on est moins bien pour toutes sortes de raisons, et c'est pas pour autant que l'enfant est entre guillemets condamné par un déterminisme important. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel à dire, et sur les réseaux sociaux, on oublie cette nuance et on fait passer des messages qui sont trop linéaires. Ce que tu perçois aujourd'hui comme un échec ou une difficulté pourra être perçu plus tard comme une force ou une preuve d'amour. Si tu es obligé d'aller travailler et que tu vis cette situation comme culpabilisante et dévalorisante, tes enfants, eux, la verront plus tard comme inspirante. Ma mère a travaillé pour
pour subvenir à nos besoins. Nos exigences parentales ne sont pas toujours leurs besoins ni leurs attentes. Alors détache-toi de ce culte de la perfection, il est dangereux. Se mettre autant de pression et d'exigences en plus des réelles difficultés d'être parent peut te conduire tout droit à l'épuisement physique, psychique et donc au burn-out parental. Reconnaître aussi que les failles, c'est très bien dans la parentalité. Parce que à force de vouloir être le parent parfait, on va exiger que l'enfant soit parfait, puis c'est aussi les enfants qui vont partir en burn-out. Apprends plutôt à connaître quels sont tes besoins et tes limites pour en maintenir un équilibre entre les deux et rester une daronne opérationnelle. Si tu prends soin de toi, tu seras plus disposé à prendre soin d'eux. S'éloigner n'est pas oublier. Prendre du temps pour soi n'est pas un comportement égoïste. C'est quelque chose qu'on apprend progressivement, mais parfois tardivement. Et il me semblait important de te le dire ici aujourd'hui. N'hésite pas à me partager ton expérience en commentaire et bien sûr à t'abonner à la newsletter.